Covid-19, j'entends encore parler de crise, mais une crise, c'est aigu, c'est identifié, c'est limité dans le temps, c'est circonscrit, ça passe. Là, ça ne passe pas. Tout a changé, tout changera fondamentalement. Alors, comment devons-nous travailler désormais dans ce monde du no contact? Réponse ici, vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et s'il y a un secteur qui trinque particulièrement en ce moment, c'est celui de la restauration. Vous-même, vous êtes peut-être restaurateur, vous avez un ami restaurateur, ou tout simplement, on ne peut plus aller au restaurant avec la même insouciance. Bref, tout est bouleversé. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, Jean Valfort, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes cofondateur de Dark Kitchen, récemment rebaptisé Kitchen Club. Et avec vous, on va comprendre comment on invente un nouveau concept dans un marché, celui de la restauration, qui est à la fois hyper risqué et hyper concurrentiel. Et comment surtout on s'adapte face à l'imprévu, ce qui se passe en ce moment, comment en quelques jours, vous avez, malgré la crise, enregistré un taux de croissance de 100%, vous avez même doublé votre chiffre d'affaires, et ça, grâce au digital. Alors, on va reprendre au départ, en 2014, vous constituez Panorama Group, ces 4 établissements physiques traditionnels, tels qu'on les connaît. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on ne se rend pas forcément compte du risque, la restauration, vous allez m'arrêter si je me trompe, c'est 7 ans d'endettement à peu près. C'est exactement ça. Voilà, quand on monte un resto, 4 ans plus tard, à peine en avril 2018, vous lancez la start-up Dark Kitchen qui va devenir Kitchen Club. Et le concept, c'est un resto, mais sans salle. Il y a des cuisines, il y a de la nourriture, mais c'est entièrement consacré à la livraison. En quelques mots, expliquez-moi ce concept qui a disrupté le marché. Alors, Dark Kitchen, c'est un modèle de restauration assez simple à comprendre, mais il fallait y penser. C'est un restaurant traditionnel dans la forme, c'est-à-dire que c'est un fonds de commerce avec une vitrine, avec une cuisine, sauf qu'il n'y a pas de salle du tout. Et qu'aucune commande n'est possible sur place. Donc la totalité des commandes se font à travers des applications, les plus connues étant Uber Eats et Deliveroo. D'accord. Et nous, notre personnel en salle reçoit les commandes via une tablette, donc c'est totalement digital, prépare la commande, la donne à un livreur qui s'occupe de l'acheminer jusqu'à chez vous. Alors, le secret, ce qu'il y a de vraiment nouveau dans ce concept, c'est vraiment que la digitalisation est au cœur vraiment de votre business. Au cœur totalement, puisque sans digital, en fait, il n'y a pas de contact client. Donc le client commande via le digital, le client nous rencontre et nous connaît grâce au digital, et nous, on livre grâce au digital. Donc oui, bien sûr. Alors, nous, ce qui nous intéresse dans ce concept, c'est qu'est-ce que ça change dans la manière de travailler. D'abord, quand vous montez votre boîte et vous recrutez autrement, par exemple. Alors, comme vous l'avez dit, nous, on a des restaurants traditionnels. Au début, on s'est confronté à ce marché en pensant qu'il y avait un marché, effectivement, avec une vision de restaurateur traditionnel. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'on était plutôt proche de la restauration rapide, ce qui n'est pas la même chose. Et je dirais que les principes de recrutement, le personnel avec lequel on travaille, est plutôt un personnel de restauration rapide. C'est du coup un personnel un peu moins qualifié, qui a besoin d'être plus encadré, avec des process. Donc tout le travail... Ça veut dire de la formation. Ça veut dire de la formation, ça veut dire une réflexion sur la façon dont on va organiser la chaîne de production. Ça veut dire moins de responsabilités déchargées sur le chef, plus de responsabilités sur nous qui devons penser en amont les gestes à réaliser pour produire. Mais même dans la conception, puisqu'on parle de la restauration, quand on parle de la conception des menus, de la fabrication des produits, le contrôle qualité, est-ce que tout ça, c'est complètement différent du métier de la restauration traditionnelle? Non. C'est honnêtement très proche en termes de création, en termes de... Les goûts ne changent pas, bien évidemment. Toute cette partie-là reste très traditionnelle. La production est faite sur place, c'est fait maison, donc il n'y a pas de changement. Ce qui change, c'est la partie contact client, la partie données aussi, puisqu'il y a quand même un chiffre d'affaires qui remonte directement de façon digitale. Donc là, vous avez besoin de compétences particulières pour le coup. Là, on a besoin des compétences particulières, et puis aussi le contact. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout au contact du client, on ne le rencontre jamais.
Alors justement, comment on fait dans ce métier dont le cœur au départ, c'est quand même le contact avec le client, la satisfaction du client et puis aussi le côté chaleureux, la convivialité, qui est au cœur même de la restauration. Quand il y a plus de contact, comment vous faites? Alors, je pense que la première chose que recherche un client, c'est la qualité du service produit. Mmh. Donc, quand on parle d'un restaurant, effectivement, c'est peut-être que le chef va passer en salle, il va serrer des mains, c'est le fait que ce soit bon, c'est le fait qu'il y ait une bonne musique, que le lieu soit beau. Quand vous êtes chez vous, je pense que la première chose, c'est la rapidité d'exécution. Quand on a faim, on veut manger tout de suite. Donc, le fait de pouvoir livrer en 15 Mmh. minutes, ça, c'est la partie expérience client. Après, pour avoir le contact le plus proche avec les clients sans les rencontrer, Mmh. la première chose, c'est le packaging. Il faut se rendre compte qu'on va chez les gens. Donc on a un produit qui va se retrouver sur une table au milieu de convives et qui va potentiellement véhiculer un message. Ça, c'est le premier point. Donc on travaille beaucoup notre packaging. 17 mars, le confinement. Évidemment, on imagine que comme beaucoup de restaurateurs qui nous écoutent et qui nous regardent, pour les restos physiques, ça a été une catastrophe ou tout du moins un choc. Mais vous, parallèlement, vous aviez Dark Kitchen qui devient, enfin qui s'appelle Kitchen Club maintenant. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence immédiate et concrète? D'abord, est-ce que vous avez paniqué? Non? Alors, Vous aviez un système qui pouvait répondre à... on n'a pas paniqué. Bien évidemment, puisqu'on a des restaurants traditionnels, on a pris les annonces du gouvernement vraiment en pleine poire immédiatement. On a dû fermer nos restaurants dans les 2 heures. Ouais. En revanche, on s'est dit tout de suite, on va avoir un gros problème, c'est que la demande va augmenter de façon considérable sur les dark kitchens. C'est Oui, ce qui est puisque arrivé. les gens continuent à commander ou Parce ont même que commandé parce qu'il y a eu plus. un report en fait. Mm. C'est-à-dire que vous avez les restaurants traditionnels qui font la livraison ont dû fermer. Donc eux, ce sont les clients de ces restaurants-là se sont reportés sur nos offres. Et puis parce que ne pouvant plus aller au restaurant, beaucoup de gens se sont dit, par exemple le premier samedi du confinement, ça a été extraordinaire en termes de commandes parce que je pense que pour compenser le fait qu'ils ne pouvaient pas sortir, les gens se sont dit on va se commander des hamburgers pour se faire plaisir. Alors, comment vous faites à ce moment-là? Parce que vous avez un système qui est déjà digitalisé et qui répond à cette demande de commande et de livraison, sauf que là, vous avez une demande qui explose. Donc, vous faites comment avec les stocks de nourriture? Vous faites comment avec les fournisseurs? Ça a été très compliqué. La chance qu'on a eue, c'est que comme on avait du personnel sur les restaurants traditionnels, on a pu, avec leur accord, les transvaser sur Dark Kitchen. Donc ils sont venus prêter main forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en amont, on avait eu la bonne idée sur les 6 derniers mois de travailler toute la chaîne de production et notamment la chaîne d'approvisionnement. Donc on ne travaillait plus qu'avec des fournisseurs qui n'ont pas fermé pendant le confinement parce qu'ils étaient suffisamment costauds. Donc au début, on a eu des ruptures, mais au bout de 4-5 jours, on a pu rééquilibrer notre stock et finalement, on a réussi à faire face. Une grosse réorganisation de planning, j'imagine. Une grosse réorganisation de planning, une grosse réorganisation de commandes, puisque d'habitude c'était plutôt automatisé, et là il a fallu... Et là, vous faites comment? Vous appuyez sur quelles ressources, sur quels outils pour réorganiser, pour Des outils, redimensionner votre offre en fait? des outils en interne qui nous permettent de voir, déjà vous avez un back-office quand même sur ces plateformes qui vous permettent de savoir combien vous avez fait de livraison, et du coup de réorganiser vous vos prévisions de commandes par rapport à ce que vous allez probablement faire dans la semaine, sachant qu'on connaît plus ou moins l'évolution dans la semaine des commandes. Mais ça a dû travailler plus quand même en cuisine. Vous avez fait comment? Il y a eu plus de rotation, plus d'heures, plus de présence, plus... Non, on a multiplié le nombre de personnels présents dans les dark kitchens parce qu'en fait, pour produire 2 fois plus, il ne faut pas tout à fait 2 fois plus de personnel, mais il faut 1,5 fois plus de personnel. Et on avait cette chance-là, c'est que soit nos salariés se retrouvaient au chômage partiel, soit ils travaillaient dans les darks. Et ils ont choisi de travailler dans les darks. Ils ont choisi dans les darks avec... alors en plus, il y a eu toutes les mesures qui sont encore en vigueur dans les cuisines et dans les restaurants. Mesures d'hygiène, très compliquées pour vous ou vous en êtes sortis? Pas si compliqué, et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'on a pu continuer tout de suite, contrairement à des restaurants qui, eux, n'étaient pas encore adaptés. C'est que nous, on a un modèle totalement dédié à la livraison. Donc Ouais. en fait, le restaurant est un laboratoire. Les équipiers sont déjà équipés de charlottes, de gants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné des masques. On a augmenté la rotation de nettoyage des mains, on a augmenté la rotation de nettoyage des surfaces, mais en soi, on avait déjà des process qui pouvaient faire face. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu tenir. Ils ont bien vécu
toute cette accélération du rythme, ces mesures, cette pression quand même, parce que tout d'un coup, votre business a grossi. Est-ce que eux, en cuisine, ils l'ont bien vécu? Je pense qu'il y a eu deux phases. Au début, ils l'ont très bien vécu parce que contrairement à tous leurs amis qui travaillent dans la restauration traditionnelle, ils avaient un travail. Ils pouvaient aller travailler tous les jours. Et il y avait une espèce d'euphorie parce que, si vous voulez, on a fait des livraisons gratuites de hamburgers dans les hôpitaux. On avait vraiment l'impression de faire partie d'une dynamique où on était ceux qui s'en sortaient bien malgré la crise. Après, pour être honnête, quand vous êtes chef dans un restaurant traditionnel et que vous vous retrouvez dans ce type de cuisine, au bout de 2 mois, vous avez envie de retrouver votre restaurant et vous avez envie de retrouver vos clients. Alors, on n'a pas assez de recul, mais tout de même, est-ce que vous vous dites que toute ce dynamisme humain, hein, qui s'est développé au milieu de cette crise, vous avez accéléré votre business, vous vous êtes adapté, est-ce que ça vous a donné des leçons pour vous dire, bah, aujourd'hui, en fait, on est en train d'inventer un nouveau modèle, une nouvelle façon de travailler et on va continuer dans cette voie-là? On est absolument persuadé que la livraison, de façon générale, c'est une tendance de fond. Mhm. On ne sait pas encore si on a le modèle qui fonctionnera dans 10 ans, mais ce qu'on sait, c'est que dans 10 ans, la livraison, on en parlera. C'est un modèle qui ne peut que se pérenniser parce que ça rentre dans notre mode de consommation. Donc le confinement nous a permis de gagner 2 ou 3 ans. Pour le bonheur des salariés et pour le bonheur des clients, ça va perdurer et ça va se développer. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Après, c'est une intime conviction. Les études qui nous montrent que l'augmentation de la livraison est très importante. Et puis même quand on prend des comparables dans l'histoire, des disparitions d'industries ou d'habitudes, par exemple, fut un temps où on cousait ses vêtements. De nos jours, on va acheter ça dans une boutique. Aujourd'hui, on cuisine. Peut-être que demain, on cuisinera moins. De toute façon, c'est un repas sur 3 le soir maintenant qui est livré, hein. C'est Donc, il faut faire un calcul de rentabilité de l'investissement dans une cuisine et vous verrez que les chiffres sont assez effrayants. croissance de 500% du secteur. Donc vous êtes vraiment dans cette nouvelle tendance. Vous, la plateforme, vous l'aviez déjà mise en application avant Ouais. cette crise. Elle vous a permis de passer au travers de cette crise. Est-ce que vous pensez que ces outils sont suffisants aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont assez dimensionnés par rapport à cette croissance phénoménale dont on parle du marché? Alors, je pense que ça concerne, au-delà de la restauration livrée, ça concerne la restauration de façon Tout générale. court, ouais. Je pense que la restauration est encore un métier extrêmement artisanal. Mhm. Nous, on a beaucoup investi dans tout un tas de suites logicielles qui nous permettent de piloter nos plannings, nos payes, notre système de caisse. Et il y a beaucoup de petits acteurs qui commencent à s'affoler sur le sujet, ce qu'on appelle la food tech. Mhm. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devient extrêmement important. Et la nouvelle génération qui arrive, dont on estime faire partie, va obligatoirement se tourner vers ces outils digitaux parce que nous, on ne sait plus ce que c'est que du papier et un stylo. Il nous faut des... Oui, mais vous dites des que c'est écrans. que la technologie, elle manque d'intelligence. Ça veut dire pourquoi? Alors, c'est pas qu'elle manque d'intelligence, c'est qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de sujets qui sont traités par des acteurs différents. Donc, vous allez traiter vos plannings avec un acteur. Vous allez traiter votre système de caisse avec un autre. Vous allez traiter votre paye avec encore un. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de connexion, de connectivité entre ces acteurs-là, si bien que vous devez multiplier les tâches, voire les recommencer. Mhm. Or, le principe même du digital, c'est de pouvoir nous permettre d'automatiser des tâches qui sont extrêmement redondantes. Et aujourd'hui, je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à connecter ça. Il y a encore une marge de manœuvre, ça va très vite. Et comme vous le dites, on n'a pas peut-être encore assez de recul. En tout cas, vous vous êtes lancé sur un marché dont on le rappelle qui était en pleine explosion en ce moment. Merci d'être venu partager avec nous cette expérience et nous parler de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Allez hop 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 mon JPEG, hein, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.